Nous sommes au bord du lac Erie, au nord des États-Unis. C'est l'hiver. Il y a de la neige dans les rues de Cleveland. Le lac, qui ressemble à une véritable petite mer intérieure, charrie parfois des blocs de glace qui descendent de l'Ohio. De l'autre côté du lac, on est au Canada. Cleveland est un point de rencontre commercial. La ville est prospère. Le commerce marche bien. Monsieur Newman vous le dira. Avec ce que lui rapporte son magasin d'articles de sport, il vient de s'acheter une belle maison dans le quartier résidentiel de Cleveland. C'est là que sa femme, Teresa, élève ses 2 garçons, Arthur, qui a 1 an, et Paul, le bébé, qui vient de naître le 26 janvier de cette année 1925. À 7 ans, Paul fait du théâtre. Il joue dans une pièce qui raconte l'histoire de Robin des Bois. On ne lui donne pas le rôle de Robin, le jeune premier au cœur tendre. Non, il est déguisé en bouffon. C'est lui le comique du spectacle. Il amuse le public sous l'œil attendri de ses parents, assis au premier rang. Il en gardera toute sa vie le goût de faire des farces. Il avait fait venir 200 poules dans la roulotte Altman, en plein désert. Il les avait enfermés dedans. Brigitte Fossé se souvient de l'une des plaisanteries de Paul Newman dont le metteur en scène Robert Altman a été victime. Alors Altman est arrivé le matin en avance comme toujours et bon, il se prend 1 heure avant le tournage, que ce soit au pôle Nord, au pôle Sud ou à l'équateur. Il se prend 1 heure dans sa roulotte, il réfléchit, il est bien, il est dans son fauteuil, etc. Et il ouvre la porte et il y avait là 200 poules qui avaient fait tout ce que vous pouvez imaginer. Paul Newman a 12 ans lorsqu'il joue son premier rôle de héros. Il est Saint-Georges dans une pièce qui a pour titre « Saint-Georges et le dragon ». Le dragon, on l'a remplacé par un chien déguisé et maquillé comme un monstre. Et pour vaincre la bête, Paul doit réussir à lui mettre du sel sur la queue. Les débuts de Paul Newman dans l'art dramatique ne vont pas s'arrêter. Au collège, il fera partie de la troupe de théâtre. Ça l'intéresse. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas sa passion. Son rêve, c'est de devenir pilote de course automobile. Course automobile, c'est vraiment une passion enfantine. Brigitte Fossé, qui connaît bien Paul Newman, pour avoir été son ami et sa partenaire au cinéma. Il n'est pas enfantin parce qu'il aime les courses automobiles, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est la passion qu'on a quand on a 6 ans et que mercredi prochain, on va faire de la planche à roulettes de 9h du matin à 8h du soir et qu'on se défonce avec ça. Et lui se défonce avec les courses automobiles. Il n'y a rien qui l'amuse plus, qui le fait plus rire que les courses automobiles. Rien que d'y repenser ou que d'en parler d'une prochaine course automobile, il est hilar et il se marre et c'est comme un bon coup qu'il va faire. Ou une farce qu'il prépare. Et c'est effectivement une farce parce que chaque fois qu'il prend part à une course automobile, il gagne. Alors effectivement, c'est assez rigolo pour lui, j'imagine. Nous sommes en 1943. Paul Newman a 18 ans. Il vient de terminer ses études au collège. Il veut s'engager dans la marine, non pas pour apprendre à naviguer, mais parce qu'il a appris que les marins pouvaient suivre un entraînement de pilote de course. Pour cela, il faut passer un examen d'entrée. Contrôle des connaissances techniques, épreuve d'éducation physique et visite médicale. Paul échoue, à cause de la visite médicale. Les médecins se sont aperçus que Paul Newman avait du mal à reconnaître les couleurs. Oui, ses yeux bleus qui séduiront le monde entier sont daltoniens. À 24 ans, Paul Newman est professeur d'art dramatique. Il part en tournée avec une troupe de théâtre. En fait, il exerce le métier d'acteur plutôt que celui de professeur. Mais ça lui plaît. Il regrette même de ne pas avoir commencé plus tôt car, dit-il, nulle part ailleurs, on ne rencontre autant de jolies filles. Paul Newman est amoureux. Elle s'appelle Jacqueline White et tout le monde la connaît pour sa beauté et son humour. Jacqueline accepte d'épouser Paul. Quelques mois plus tard,
Ils ont un enfant, Scott. C'est le seul garçon qu'aura Paul Newman. Il finira sa vie dans des circonstances tragiques. Nous en reparlerons. En avril 1950, une autre tragédie se prépare. Paul Newman reçoit un télégramme de Cleveland. Il apprend que son père est tombé gravement malade. Paul rentre d'urgence. Il retrouve sa mère et son frère désespérés. Toute la famille assiste, désarmée, à l'agonie d'Arthur Newman, qui meurt au bout de quelques semaines. Paul est profondément affecté par la disparition de son père. Il cache sa douleur aux autres en partant seul, à pied, dans la ville. Paul Newman part pour New York avec sa femme et son fils. C'est là où sont les meilleures écoles d'acteurs. C'est là, par exemple, où se trouve l'Actors Studio, le cours d'art dramatique le plus célèbre du monde. De l'Actors Studio faisait partie bon nombre de grands noms du théâtre et du cinéma. Sacha Pitoev, qui sera quelques années plus tard le partenaire de Paul Newman à Hollywood. Et que là, on remettait tout en question, je parle au passé, je ne sais pas pourquoi je ne parlerai pas au présent, mais qu'on remet en question, que l'on réapprend, qu'on va plus loin encore dans la découverte de l'expression et des sources même de l'expression. Cela dit, voir un comédien se baisser pour réajuster le lacet de son soulier en disant être ou ne pas être, ça me paraît un peu enfantin. En 1952, Paul Newman est toujours un débutant. Il court le cachet. Au hasard de ses auditions, il rencontre James Dean, qui lui aussi chasse les petits rôles et les emplois de figurants. Paul n'a qu'un seul costume que sa femme, Jacqueline, entretient comme un habit de cérémonie. Les Newman ont confiance en leur avenir. Ils ont un second enfant, une petite fille qu'ils appellent Suzanne. Enfin, Paul Newman trouve un grand rôle, celui du personnage principal d'une pièce de Broadway. Le metteur en scène est très connu, c'est Joshua Legan. Paul est certain que le spectacle aura du succès. Dommage qu'il ne soit que la doublure du premier rôle. Picnic va avoir beaucoup de succès. La pièce va rester à l'affiche à Broadway pendant 14 mois. Paul Newman est devenu un acteur. Il a gagné son pari. Réussir à sortir de l'anonymat en moins d'1 an. Dans la vie privée de Paul Newman, Picnic est également une étape importante. Paul est tombé amoureux de la jeune actrice qui, comme lui au départ, a servi de doublure au premier rôle de la pièce. Elle s'appelle Joanne Woodward. Et entre Joanne et Paul a commencé une très belle histoire d'amour qui dure encore aujourd'hui. Ce qui est très très beau aussi chez lui, pour moi qui suis très très sentimentale, Brigitte Fossé. c'est l'amour qu'il a pour sa femme. Tous les jours, il lui parle 1h30 au téléphone, et y compris ses enfants, à chacun d'entre eux, quel que soit l'endroit du monde où il est. Et quand sa femme vient le rejoindre, il loue une suite dans l'hôtel le plus joli de la ville et il l'emmène comme pour un voyage de noces. Et il va dans le meilleur restaurant et il prépare son arrivée. Il se prépare. Joanne Woodward est une fille du Sud. Son père dirige une très grande maison d'édition en Géorgie. Toute jeune, elle s'est intéressée au théâtre. Elle a lu des pièces, assisté à des représentations. Puis à 20 ans, elle s'est inscrite à un cours d'art dramatique en Louisiane. Elle aussi a entendu parler de l'Actors Studio. C'est ce qui l'a amené à New York, comme Paul. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle a 24 ans. Paul Newman en a 29. Ils vont attendre 5 ans pour se marier. Ils veulent être certains que leur union ne soit pas un échec comme le premier mariage de Paul ou comme la vie des parents de Joanne, obligés, eux aussi, de divorcer.
Pendant ce temps-là, le succès de Picnic va résonner jusqu'à l'autre bout de l'Amérique, jusqu'à Hollywood. Les gros producteurs de la capitale du cinéma s'intéressent à Paul Newman. La compagnie Warner Bros. Lui propose un contrat de 5 ans pour faire 10 films. Paul Newman a 31 ans. Son premier film a été un échec et sa compagnie, la compagnie Warner, décide de le prêter à la Metro-Goldwyn-Mayer. Metro lui confie le rôle de Rocky Graziano. Rocky Graziano, c'est un enfant pauvre, né dans un faubourg de New York. Malheureux, agressif, Rocky finit sa jeunesse dans un camp disciplinaire de l'armée. C'est là qu'il apprend à se battre, légalement, pour le plaisir des autres. Il devient champion de boxe. Il affronte le détenteur du titre mondial des poids moyens. Et il gagne. Sa volonté de s'en sortir a donné à Rocky une force surhumaine. On le sent plein de haine pour ce passé qu'il ne veut plus connaître. Marqué par la haine, c'est le titre qu'ont choisi les scénaristes pour ce film. Pour comprendre son rôle, Paul Newman rencontre le vrai Rocky Graziano. Il passe des heures, des journées, des nuits à parler avec lui. Sans cesse, il observe ses gestes, son comportement. Mais Paul ne tire aucune confidence de l'ancien champion. Rocky ne veut rien révéler de son enfance malheureuse et il refuse de parler de ses anciennes relations. Paul Newman nous a raconté qu'il était dans le train qui se rendait à Chicago. Sacha Pitoev. Et tout à coup, il s'est vu encadré par 3 ou 4 gaillards et qui lui ont dit « Viens avec nous » et ils lui ont dit « Voilà, alors tu vas tourner ce personnage dans ce film, t'es un salaud, on te fait la peau scie, etc. » Ils l'ont menacé. Enfin, Paul Newman n'a pas réagi. Je crois qu'il n'y a pas eu d'échange de coups. Mais quand toute l'équipe a débarqué à Chicago, elle s'est rendue à l'hôtel prévu pour la loger. Et là, on leur a dit, il n'y a pas de place. Je dis, mais comment pas de place? Non, tout est retenu, il n'y a rien. Non, on n'a rien au nom de la compagnie Intel. Ah bon? Alors... on s'est rendu dans un autre établissement, un autre hôtel, et on dit « Ah non, il n'y a rien ». Voyez-vous, entre guillemets, la mafia des boxeurs faisait tout pour torpiller le film, pour l'empêcher de se tourner. Pour devenir un boxeur vraisemblable sur l'écran, Paul Newman prend des leçons de boxe à Hollywood. Ça va lui servir énormément, car pour la scène finale du film, qui est le combat de Rocky contre le champion du monde de sa catégorie, Robert Wise, le metteur en scène, a une idée. Il engage le vrai boxeur qui a été battu par Graziano. Il le fait monter sur un ring et il lui demande de se battre réellement contre Paul Newman. Paul est ravi. Il va pouvoir jouer au champion de boxe jusqu'au bout. À part son côté professionnel qu'il a dans son boulot. Moustache. C'est un gars qui aime bien boire des coups, bien se marrer, et puis jouer au fluide glacial et faire les jeux de mots les plus tordus et les farces les plus enfantines pendant un tournage. Carrément, le côté le verre siffleur ou qu'on met à Sophia Loren pendant qu'on est en train de déjeuner. Mamma mia. Paul Newman dira souvent de lui-même qu'il a de la chance. Il est impossible de dire si c'est la chance ou le travail, c'est vraisemblablement les deux, mais avec le rôle de Rocky Graziano, Paul Newman devient une grande vedette, une star. C'est-à-dire un être humain qui a horreur qu'on lui rappelle qu'il est acteur. Brigitte Fossé. Qui a encore plus horreur qu'on lui rappelle qu'il est un mythe. J'ai eu confirmation de ça en allant déjeuner au restaurant chinois avec lui. Il portait des lunettes noires et quand quelqu'un est venu lui demander un autographe, il a pâli, blanchi et il a dit « je n'en donne jamais ». Le jour où il a décidé de ne pas donner d'autographe, c'est quand un type lui en a demandé un dans une pissotière.
Ça, je trouve que c'est une décision, encore une fois, d'un humour et d'un inattendu assez extraordinaire. Il a sans doute trouvé que ça dépassait les bornes, que c'était vraiment pas possible. Le 29 janvier 1958, à Las Vegas, Paul Newman épouse Joan Woodward. Les jeunes mariés décident de partir visiter l'Europe. Leur voyage de noces est très mouvementé. Les journalistes les suivent sans arrêt. Ils sont harcelés par les photographes. La presse du cœur veut absolument faire de Joan et de Paul un glamour couple, un couple idéal pour les premières pages de journaux. Il est d'une beauté et d'un charme. Moustache. Il vous fait avaler n'importe quoi, d'abord. Il a qu'à sourire et puis il embobine les mecs, les gonzesses. Je dînais à côté de Paul Newman. Brigitte Fossé évoque un dîner chez le metteur en scène Robert Altman. J'avais fait jurer à Bob de ne pas lui dire qu'il avait sa photo sur ma table de nuit. Et après le dîner, il a lancé devant tout le monde, un moment où tout le monde était silencieux. « Tu sais, Paul, que Brigitte a ta photo sur sa table de nuit ?» À ce moment-là, des deux, la personne la plus gênée, ça a été manifestement Paul Newman. En 1958, Paul Newman a 33 ans. Il est considéré par Hollywood comme un premier rôle. Il est à peu près certain qu'avec un ou deux nouveaux films à succès, il va devenir une star importante. Pour les producteurs, Newman est un investissement sûr. Mais l'ambition de Paul n'est pas de devenir un beau héros pasteurisé par Hollywood. Il est prêt à prendre des risques pour jouer des personnages intéressants. On lui propose de tourner La mort de Billy the Kid. Le film est adapté d'une dramatique de télévision. Le metteur en scène, Arthur Penn, vient lui aussi de la télévision. C'est son premier film pour le cinéma. Paul Newman participe à la création de Billy. Tout est préparé minutieusement. Le tournage ne dure pas plus de 23 jours. Quand arrive le jour de la première projection, tout le monde se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un western comme les autres. Les bons ne le sont pas toujours, et les méchants sont parfois du côté de la loi. Résultat, le public est déconcerté. Le gaucher retentit comme un échec dans toute l'Amérique. Et quand j'ai dit à Los Angeles, Moustache. à Arthur Penn, qu'on voyait le gaucher, The Left-Hander, comme ils disent, qui était l'histoire de Billy the Kid, en fait, quand je lui dis qu'on voyait ce film comme dans une cinémathèque, en France, il était sur le cul. Il dit, mais on a pris un bide retentissant. Ça a été un de mes flops les plus retentissants en Amérique. L'un des plus grands succès de Broadway à la fin des années 50 est une pièce de Tennessee Williams, La chatte sur un toit brûlant. La compagnie Metro-Goldwyn-Mayer veut en faire un film avec Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor est à ce moment-là la plus grosse vedette d'Hollywood. Elle vient d'être nominée pour un Oscar, mais c'est finalement Joan Woodward, la femme de Paul Newman, qui a obtenu la récompense. Rien ne favorise l'engagement de Paul Newman pour ce film. L'affaire de l'Oscar, le fait que Paul Newman appartienne à Warner Bros. Et non à la MGM, tout cela devrait l'écarter du générique de La chatte sur un toit brûlant. Mais Richard Brooks, le metteur en scène, tient à prendre Paul Newman. Il réussit à convaincre tout le monde. Les journaux se réjouissent à l'avance des scandales qui se préparent sur le plateau de tournage. Les reporters comptent sur les légendaires caprices d'Elizabeth Taylor et sur son amertume d'avoir été battue aux Oscars par la femme de Newman. Le combat n'aura pas lieu. Paul et Elizabeth s'entendent bien. Ils s'estiment mutuellement et Paul va beaucoup aider Elizabeth Taylor à surmonter une terrible épreuve. Cela faisait un peu plus d'une semaine que le film était en tournage. La nouvelle est arrivée sur le plateau, au début, sans faire de bruit. Tout le monde chuchotait. C'est une catastrophe, elle ne va jamais le supporter. Et qui va lui annoncer? Elizabeth n'a pas pu ignorer longtemps ce que tous les Américains pouvaient lire en première page des journaux.
Mike Todd est mort dans un accident d'avion. Mike Todd, c'est le mari d'Elizabeth Taylor. Elizabeth s'est enfermée chez elle pendant 3 semaines. Puis elle a téléphoné au metteur en scène. « Je reviens finir le film ». On dit que Paul Newman l'a beaucoup aidé à supporter ses dernières semaines de tournage. La chatte sur un toit brûlant est un grand succès. Paul Newman et Elizabeth Taylor sont tous les deux nominés pour l'Oscar. Le film rapporte beaucoup d'argent. Tout le monde est heureux, sauf Tennessee Williams. L'auteur n'est pas content de l'adaptation de sa pièce par le metteur en scène. Alors, Richard Brooks dira de Tennessee Williams « Le film lui a rapporté 1 700 000 $ et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Mon Dieu, regardez la boucherie qu'ils ont faite ». Tennessee Williams devient un grand ami de Joan Woodward et de Paul Newman. Il leur rend souvent visite dans leur immense appartement new-yorkais. Il rêve de leur acheter le gigantesque lit de leur chambre à coucher qui, d'après Paul, vient de l'une des plus célèbres maisons closes de la Nouvelle-Orléans. Hollywood, Sunset Boulevard. Une grosse Cadillac noire glisse langoureusement sur la route. À quelques centaines de mètres derrière, une petite Volkswagen coccinelle avale agressivement son retard sur la grosse voiture. Feu rouge, tout le monde s'arrête à la même hauteur. Dans la berline de luxe, un homme tire avec mélancolie sur un cigare de producteur. À ses côtés, une femme avec une poitrine d'actrice et un regard de starlette rêve sur la banquette de velours. Dans la coccinelle, climatisée au gaz d'échappement, le pilote se délecte d'un concert de pistons. Son pull a l'air aussi sale et troué que celui d'un gosse d'Harlem. C'est Paul Newman qui joue à l'anti-star dans les rues d'Hollywood. Vous venez d'entendre l'un des thèmes musicaux de L'Arnaqueur. L'Arnaqueur, c'est le film qui va faire entrer Paul Newman dans la légende. Il a 36 ans lorsque le metteur en scène Robert Rossen lui propose le rôle. Dans ce film, Paul est un joueur de billard qui gagne sa vie en remportant des parties contre des amateurs qui pensent jouer comme de vrais professionnels. Pour entrer dans le personnage d'Eddie Felson, l'arnaqueur, Paul Newman fait déménager tous les meubles de son living room. Puis il s'achète un billard exactement comme ceux que l'on voit dans les salles de jeu new-yorkaises. Pendant des semaines, il s'entraîne. Il a engagé pour être son professeur le champion des États-Unis. Peu à peu, à force d'entraînement, il devient un bon joueur. Alors il se met à faire des parties pour de l'argent. Et de jour en jour, il se glisse dans la peau d'un vrai professionnel du billard. L'arnaqueur sera un des plus beaux personnages interprétés par Paul Newman. Il amorcera au début des années 60 le cinéma des années 70-80. Je crois qu'il y a une chose qui est très sûre. Marthe Keller. C'est que de plus en plus, bien sûr, il va toujours avoir des grandes machines avec des films de catastrophes et tout ça. Mais dans les films, disons, intimes, on va de plus en plus à la recherche de la vérité. On triche de moins en moins. On essaie vraiment trouver une forme de presque documentation de la vie. Et autrefois, je crois qu'on trichait plus dans le photo, dans l'éclairage, dans tout. Je crois qu'on recherche aujourd'hui vraiment une vraie vérité.
L'arnaqueur qui met en scène l'Amérique des paumés est mal accueilli par les professionnels du cinéma. Le distributeur du film trouve l'histoire sordide. Il prédit à tout le monde un échec. Il se trompe. Il se trompe comme se trompent presque toujours ceux qui prétendent connaître les goûts du public. Le film L'arnaqueur a beaucoup de succès. Les critiques, le public sont ravis. Paul Newman est sacré meilleur acteur de l'année par des directeurs de salles de cinéma et il obtient sa seconde nomination pour l'Oscar. En 1962, Paul Newman fonde sa propre société de production de films. Pour cela, il s'associe avec son ami Martin Ritt, le metteur en scène de Paris Blues. Désormais, Paul est libre de choisir ses rôles. Paul Newman ne veut plus jouer les bellâtres au grand cœur. Il préfère choisir des personnages plus humains, plus vrais, proches de celui de l'arnaqueur. Avec Martin Ritt, il veut tourner le plus sauvage d'entre tous. C'est l'histoire de Hud, un homme cynique, égoïste et sans pitié. Il est responsable de l'accident qui a causé la mort de son frère. On le voit mépriser une femme qu'il a séduite. Il essaie de faire enfermer son père, qui veut l'empêcher de vendre un troupeau de bêtes contaminées par la fièvre afteuse. Avec ce rôle, Paul Newman est certain de s'écarter des personnages de héros. Il veut prouver qu'on peut être beau, séduisant et n'être qu'un salaud. Le film sort. Il obtient beaucoup de succès, encore une fois, à cause de Paul Newman et du public féminin. Les femmes, en voyant Paul dans le rôle du méchant, se sont mises à le plaindre. Le personnage est devenu une victime. Tout le monde s'est pris de pitié pour lui en se disant « Mon Dieu, comme il doit être malheureux pour être si méchant. » Rien à faire, le public ne veut pas croire que Paul Newman puisse avoir de mauvais sentiments. Je pense qu'il a un pouvoir d'attraction très fort sur les foules et sûrement sur les femmes. Marie-Christine Barrault se souvient de Paul Newman lorsqu'elle a participé au gala de l'Union des artistes à Los Angeles. Et je me rappelle très très bien que dans la salle, il y avait un certain nombre d'acteurs. Et je me rappelle très bien que quand on a commencé l'un après l'autre à venir faire nos numéros en scène, il y avait Paul Newman qui était au milieu de milliers de gens. Et chaque fois qu'on rentrait, nous, en scène, c'est dans une espèce de cirque, on ne voyait... Mais inexorablement, notre regard était attiré par le regard de Paul Newman. C'était pas une question de beauté. Je crois que, bon, il y avait ce regard bleu qui est très, très intense, très bleu. Je crois vraiment qu'il y avait quelque chose comme un aimant dans ce regard. Paul Newman était là, il était au 10e rang, il y avait encore une fois des milliers de personnes autour de lui. Et quand vous entriez dans cette énorme salle, il n'y avait qu'un regard, et un regard qui vous donnait envie d'aller vers lui. C'était tout à fait étonnant parce que Paul Newman, il était inconscient de ça. Il regardait tranquillement, il était assis, il avait sa femme à côté. Enfin, je veux dire, il était absolument comme tout un chacun. Il ne se rendait pas compte de cette chose tout à fait étrange qui se passait. Un journaliste qui lui déclare qu'il est la star sex symbole préférée des femmes, Paul Newman répond avec un air désappointé. « Si je mourais aujourd'hui, on devrait écrire sur ma tombe « C.J. Paul Newman, un raté parce que ses yeux bleus devinrent marrons. » Le film le plus sauvage d'entre tous et le personnage de Hud reste néanmoins une étape importante dans la carrière de Paul Newman. Pour la 3e fois, Paul est proposé pour l'Oscar et pour la 3e fois, il ne l'obtient pas. En revanche, ses partenaires dans le film, Patricia Neal et Melvyn Douglas, remportent un Oscar. Certains disent qu'Hollywood a monté une cabale contre Newman. C'est vrai. Les patrons du Star System ne pardonnent pas à Paul les engagements politiques qu'il vient de prendre. Au début des années 60, à la fin de l'ère Kennedy, l'Amérique se trouve engagée hors de ses frontières dans la guerre du Vietnam. Intérieurement, elle reste en conflit avec ses problèmes de ségrégation raciale. Paul Newman décide de ne pas se montrer indifférent à ces drames humains. Il participe au grand mouvement de contestation. D'autres acteurs, d'autres stars se sentent également concernés. Parmi les leaders, on reconnaît Marlon Brando. Je ne dirais pas que Paul Newman est un homme de gauche. Sacha Pitoev, partenaire de Paul Newman dans plusieurs films. Parce que les hommes de gauche aux États-Unis, ils sont assez, disons, assez rares.
Mais enfin, c'est quand même un homme qui est de tendance. C'est pas un homme de droite. En 1964, pour l'élection présidentielle, Paul Newman soutient le Parti démocrate et la campagne de Lyndon Johnson qui promet l'arrêt des bombardements au Vietnam. Il est révolté vraiment devant ça. Brigitte Fossé, partenaire de Paul Newman dans Quintet. Devant les guerres, devant le fait qu'on dépense plus d'argent pour les armements que pour aider les gens à vivre. Lui-même est très concerné par la faim dans le monde, par le fait que des gens souffrent de la sécheresse et il s'en occupe énormément et il les aide beaucoup, mais il n'en parle jamais. Ce qui est merveilleux, c'est que quand il en parle, c'est toujours pour poser la question, mais il ne dit pas « moi je fais ça et ça et ça pour eux ». En 1963, le public retrouve Paul Newman dans un film en compagnie de sa femme, Joan Woodward. Dans La fille à la casquette, il est journaliste, elle est modéliste. Ils se rencontrent à Paris, la capitale de l'amour. Paul Newman ne veut plus jouer les jeunes premiers. Il refuse les rôles du beau héros aux yeux clairs, fort comme la morale des honnêtes gens et bête comme une gravure de mode. Ce rôle qui va lui permettre de démontrer à tout le monde qu'il n'est pas seulement une belle gueule, il pense l'avoir trouvé. Chez Jack Warner, il tourne Harper, l'histoire d'un détective privé. Un homme en demi-teinte qui s'interroge, qui doute, qui cherche à comprendre. C'est un personnage issu des rôles qui ont fait la gloire d'Humphrey Bogart. Je crois que le film, c'est un peu comme le Big Sleep, mais pas assez. C'est pas si bien. Lorraine Bacall, partenaire d'Humphrey Bogart dans The Big Sleep, Le Grand Sommeil, et partenaire de Paul Newman 20 ans plus tard dans Harper. Mais Paul était très bien, très professionnel. Il est très gentil, très sérieux. Et il travaille très bien. Il est un très bon homme, je crois. Et vrai, mais pas facile à connaître. Le film Harper, sorti en France sous le titre de Détective privé, est un grand succès. Paul Newman grimpe dans les premières places du box-office. Alfred Hitchcock s'apprête à tourner son 50e film. Il demande à Paul Newman d'en être la vedette. Paul est ravi de travailler avec le maître du suspense. Ensemble, ils font Le Rideau déchiré. C'est une histoire d'espionnage. Paul Newman joue le rôle d'un espion dont l'essentiel du métier consiste à tromper, à voler, à tuer pour arriver à ses fins. Voilà un beau personnage de jeune premier traditionnel. Malheureusement, le film ne sera pas un grand succès. Résolument contre tout le folklore hollywoodien, Paul Newman continue de vivre avec Joan Woodward et ses enfants comme n'importe quelle famille américaine. Pour écarter les curieux, ils ont cloué en permanence sur leur maison d'Hollywood. Ils ont déménagé. Souvent c'est vrai, car les Newman préfèrent vivre dans l'Est. Et il a ses gosses, il a sa femme. Moustache. Il a sa vie tranquille dans le Connecticut. Il habite pas Hollywood, il habite du côté de New York, dans une ferme. Et c'est un mec équilibré. Je connais que sa maison à Beverly Hills, qui était louée d'ailleurs. Oh, c'est une maison américaine classique, avec l'entrée, le salon, le porche, le bout de jardin. Louée totalement normal, avec un kleps qui venait vous emmerder à une espèce de ric-et-rac. Et puis il fallait pas faire trop de bruit parce que c'était la nuit et que les enfants dormaient. Paul Newman s'engage dans une nouvelle action politique. Élu depuis 4 ans à la Maison-Blanche,
Lyndon Johnson continue de mener une politique d'escalade au Vietnam, malgré les promesses qu'il a faites pendant sa campagne électorale. Eugene McCarthy, sénateur démocrate, décide de s'opposer à cet engagement des forces américaines qui coûte d'innombrables vies humaines. Au début, seul avec sa femme, sa fille et un homme de relations publiques, le sénateur se bat contre le premier représentant de son parti, le président des États-Unis. Paul Newman participe activement à la campagne McCarthy. Il s'engage totalement. Il se sert de sa célébrité pour soutenir des meetings à travers le pays. D'abord considérés comme traîtres de la nation, les partisans du sénateur McCarthy deviennent de plus en plus nombreux. Bientôt, ils réussissent à créer un énorme courant d'opinion favorable à l'arrêt des bombardements au Vietnam. Quelques années plus tard, Paul Newman se verra confier un rôle par le gouvernement américain. Paul a une mission en Amérique. Moustache. Je crois qu'il est au niveau gouvernemental chargé d'étudier les problèmes de la famille américaine. En 1919, pour lutter contre l'oligopole des majeures compagnies d'Hollywood, Charlie Chaplin, Mary Pickford et Douglas Fairbanks ont l'idée de s'associer pour produire et distribuer leurs films. 50 ans plus tard, en 1969, Paul Newman, Barbara Streisand et Sidney Poitier font la même chose pour pouvoir rester indépendants. Ils fondent la First Artist Production Company, une société destinée à organiser le financement et la distribution de leurs films. Après 2 ans d'existence, Steve McQueen viendra se joindre à leur association. Parallèlement à cette entreprise, Paul Newman crée aussi une autre compagnie de production avec son ami John Foreman. Leur premier film, Virage, a pour décor le circuit automobile d'Indianapolis. Paul Newman peut réaliser son rêve d'enfant, devenir pilote de course. Newman est venu à la compétition de façon assez particulière. Jean-Paul Thévenet, journaliste automobile. Il tournait un film qui s'appelait Virage et on lui avait proposé, comme ça arrive assez fréquemment, de se faire doubler par un cascadeur ou par un pilote professionnel. Et Newman a refusé. Il a voulu piloter cette voiture. Je crois que c'est une grosse Ford qui devait tourner sur un anneau, mon Dieu, assez rapide. Et Newman est parti suivre des cours de pilotage chez Bob Bondurant, qui est un grand champion américain qui a fait de la Formule 1. Et Bondurant, très rapidement, au bout d'1 mois, décrétait que Newman pouvait tenir fort honorablement le rôle de l'acteur professionnel. Particulièrement doué, Paul Newman pilote des voitures très rapides. Il peut se mesurer avec des professionnels. Virage, le film pour lequel Paul a suivi cet entraînement, gagnera, grâce à cette minutieuse préparation, une vérité rarement obtenue auparavant dans un film sur la course automobile. Et la course automobile gagnera un nouveau pilote. Newman, aujourd'hui, on ne le discute plus, c'est Paul Newman. Jean-Paul Thévenet. Et moi, je l'ai vu au Mans, c'est quelque chose de fabuleux. Il arrive sur la piste et on sait qu'en règle générale, les femmes ont en particulier sur les circuits une admiration assez fascinante, mais finalement assez béate. Elles se tiennent sagement derrière les grillages, dans les gradins. Elles regardent le champion comme quelque chose de sacré qu'on n'approche pas. Et je veux dire que quand Newman a pénétré sur la piste, ça a été un véritable essaim de chevelure blonde, brune, rousse, enfin, toutes les couleurs de la terre. Et elle le regardait avec une admiration, une fascination assez étonnante. J'ai rarement vu ça. Ça n'est pas le champion ou l'acteur auquel on s'agrippe. On le regarde à distance. C'est une sorte de reproduction de Jésus-Christ casqué qui sollicite, je dois le dire, un attrait assez étonnant. Après le remarquable succès de Virage, Paul Newman et sa compagnie participent à la production de Butch Cassidy et le Kid. Pour interpréter le rôle du Kid, George Roy Hill, le metteur en scène, tient à engager un jeune comédien, Robert Redford. Newman et Redford s'entendent parfaitement pendant le tournage du film et leur amitié apporte un charme et une vie extraordinaire aux aventures de Butch Cassidy et du Kid.
Toute la pluie tombe sur moi, musique extraite de la bande originale du film Butch Cassidy et Sundance Kid. Quand j'ai vu Paul Newman en Sundance, j'ai croyé que c'est la meilleure chose qu'il a faite. Il était vraiment merveilleux dans ce film, je crois. Les expériences scientifiques ont permis de constater qu'en exposant certaines fleurs aux rayons gamma, on obtenait des variétés plus belles et plus robustes. C'est le cas des marguerites. La vie permet de croire parfois que des êtres humains exposés longtemps au malheur des autres finissent par les comprendre et à devenir eux-mêmes plus forts. C'est le cas d'un des personnages du film de Paul Newman, de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Une grande sensibilité. Marie-Christine Barrault parle de Paul Newman, réalisateur. Et alors, très curieusement, une énorme sensibilité au monde féminin. Or, Paul Newman, il fait plutôt partie de ces acteurs quand même assez virils, ces acteurs qui incarnent comme ça une certaine idée de l'homme fort, du pouvoir, de l'autorité masculine. Et en tant que metteur en scène, dans les 2 films de lui que j'ai vus, il rentre avec une discrétion, une tendresse, un sens des nuances extraordinaires dans le monde des femmes, et le monde des femmes qui échappe aux hommes, puisque dans Rachel, il s'agit d'une vieille fille, donc c'est pas une femme dans son rapport avec l'homme, et dans les rayons gamma, c'est le rapport d'une femme seule qui vit avec ses 2 filles. Donc là aussi, l'homme est un peu absent. Bon, il y a des hommes qui passent. Et vraiment, dans les 2 fois, on a l'impression que Paul Newman est rentré à tout petits pas, à pas de velours, dans ce monde strictement féminin, dans ce monde tellement nuancé, mais tellement gris aussi, parce qu'il n'a pas choisi des femmes exubérantes et extravagantes. Il a choisi des femmes vraiment à la petite vie grise de tous les jours. Pour de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, Paul Newman recevra d'excellentes critiques. Sa femme, June Woodward, qui interprète le rôle principal, obtiendra au Festival de Cannes le Grand Prix d'interprétation. Paul Newman sera désormais considéré comme un très bon réalisateur, en plus d'une superstar. C'est le 20 novembre 1978, alors qu'il achève le tournage de Quintet, que Paul Newman apprend la terrible nouvelle. Son fils, Scott, âgé de 28 ans, vient d'être trouvé mort dans une chambre sordide du quartier pauvre de New York. Il a succombé à une overdose. C'est Robert Altman qui me l'a appris. Brigitte Fossé. J'en ai été vraiment très triste. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que les journaux, ils ont écrit « Le fils de Paul Newman est mort ». C'est là où le journalisme peut être parfois inconscient et dur, parce que dans le titre, il y avait déjà une culpabilité possible. Comme s'il n'avait pas été le fils de Paul Newman, il ne serait pas mort, je veux dire. C'est certain que ce n'était pas voulu de leur part de titrer ça comme ça, mais si on se met à la place d'un acteur qui se culpabilise toujours d'être un personnage public vis-à-vis de ses enfants, parce que avec un enfant, on veut être tout sauf public, on veut être toujours privé. On veut bien être méchant, on veut bien être maladroit, on veut bien être mauvais parent, mauvaise mère, mais on veut pas être public. Parce que c'est absolument inassumable d'être public devant un enfant. Parce que l'enfant, c'est la chose la plus privée qui existe. Joan Woodward dira en parlant de son mari Paul Newman, « Paul n'a plus rien à perdre depuis la mort de son fils ». Ce changement d'attitude rejaillit également sur la carrière cinématographique de Paul Newman. Depuis toujours, Paul passe pour être très exigeant dans le choix d'un scénario. Or, quand le producteur Irving Allen lui propose, fin 1979, d'être la vedette du film catastrophe « Le jour de la fin du monde », Newman étonne tout le monde en acceptant sans discuter. Il sait que le scénario est sans intérêt, mais il ne fait aucune remarque à ce sujet.
Il n'impose qu'une seule condition à son engagement, ses cachets devront être doublés. Il est intraitable sur ce point car avec cet argent, il veut monter le seul film qui désormais est important à ses yeux, un réquisitoire contre les méfaits de la drogue. Entre-temps, Paul se passionne toujours pour la course automobile. Après avoir obtenu la 2e place aux 24 heures du Mans, il est considéré aujourd'hui comme un grand pilote. Et ce que je peux dire, et ce qui m'a frappé toutes les fois que je l'ai vu, Jean-Paul Thévenet. c'est vraiment la star au sens le plus complet du mot. Je dois dire que même dans les stands à 2 heures du matin, quand tout le monde est barbu, couvert de cambouis, patiné par la sueur, eh bien Newman a toujours à cœur de se présenter avec une combinaison parfaitement propre. Je l'ai vu nettoyer son casque à chaque relais. Et c'est véritablement la vedette qui sait qu'à chaque instant, il y a un photographe, il y a un regard indiscret, que Newman doit d'abord rester Newman. Je n'ai jamais été aussi heureux que sur un circuit, dit aujourd'hui Paul Newman. Là au moins, si vous gagnez, c'est parce que vous avez de réelles qualités et pas seulement de beaux yeux qui chavirent les dames. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.